C'est un vilain défaut. Thierry Jamin a 31 ans. Il termine un doctorat en archéologie à Toulouse. Il est surtout obsédé par l'idée de trouver une ville mystérieuse au Pérou. Jusqu'à 22h. Avant lui, la cité fabuleuse de Paititi a fait rêver des milliers de chasseurs de trésors. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Et donc direction le Pérou et la forêt amazonienne avec notre invité Thierry Jamin qui a un peu plus de 31 ans, c'est ça? Ouais, mais on va pas le dire, peu importe. 31 et demi. Les explorateurs ne disent pas leur âge, tiens, c'est drôle. On va dire 35. Voilà, d'accord. Donc on part pour le Pérou, la forêt amazonienne, à la recherche de cette cité légendaire. Alors c'est quoi? C'est perdu au cœur de la montagne, dans une zone évidemment très difficile d'accès. Comment elle s'appelle? Paititi, c'est ça? Paititi, et au Pérou on dit Paititi Eldorado. En raison d'une légende qui naît après l'arrivée des Espagnols, qui capturent l'empereur Atahualpa. Atahualpa propose une rançon aux Espagnols pour sa libération, que les Incas payent au bout de quelques semaines. Mais Francisco Pizarro retient captif l'empereur, alors il aurait demandé une deuxième rançon. Et c'est à ce moment-là qu'on entend parler de Paititi, puisque entre-temps, Pizarro assassine l'empereur. D'accord, donc le 10 conquistador espagnol, hein, Pizarro. Voilà. Et donc cette rançon, il devient quoi? Il devient un trésor disparu, c'est alors ça? Certaines chroniques parlent de 20 000 lamas chargés d'or. Alors un lama peut porter à peu près 35 kilos de charge, donc on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de richesses qui ont été cachées quelque part dans un site mystérieux, caché quelque part en Amazonie péruvienne. Thierry Jamin, vous la cherchez depuis combien de temps, cette ville disparue, Paititi? Moi je la recherche depuis 98, ça va faire 17 ans. Et moi je baigne dans Tintin et les mystérieuses cités d'or. C'est ce qui vous a donné l'idée de partir à la recherche? Non, c'est peut-être Tintin et puis une attraction pour les mystères de l'archéologie, etc. Et puis un jour, il y a quelques années aux États-Unis, j'avais une quinzaine d'années, je me coupe le pied. Et je me retrouve donc dans la salle d'attente d'un médecin. Je tombe sur une revue où il faisait état d'une photo satellite qui avait été prise en 75 et ils avaient repéré dans le sud-est du Pérou des alignements assez mystérieux en pleine forêt. Alors on parlait déjà des ruines de Paititi, mais on parlait aussi d'une cité égyptienne, atlante, même d'une base extraterrestre. Et moi, ça a été un peu un tilt, et je me suis dit, je veux savoir ce qui se cache dans cette zone. Et je me suis engouffré dans des études d'histoire géo pour avoir les diplômes et organiser des recherches que j'ai commencé à la fin des années 90. C'est devenu votre métier, explorateur? C'est devenu une folie. C'est un métier. Oui, c'est presque une folie, oui, un métier, oui. Mais le mot qui vient en premier, c'est folie, quand même. Parce que c'est beaucoup de problèmes. Sur place, c'est 17 ans de recherche, 17 ans de bonheur, mais 17 ans de problèmes. Combien d'expéditions pendant une vingtaine, 18 expéditions, et je pense qu'on arrive très près du site. Alors ça, on va avoir le temps d'en parler. On parle des expéditions, Thierry Jamin, on a envie de savoir, ça demande quoi comme argent? C'est quoi un budget pour organiser une expédition? Alors, vous faites bien d'en parler. Vous avez l'occasion de faire un appel aux dons. Alors là, on est en train de préparer notre campagne qui s'appelle Incari 2015. Et, Incari, le mot Inca, j'imagine. Alors, Incari, c'est une légende qui apparaît après la conquête. Incari, c'est un syncrétisme entre un mot quechua, Inca, et le mot roi en espagnol, c'est l'Inca roi. Et après l'exécution du dernier empereur en 1572, Tupac Amaru, il y a alors l'empereur a été dépecé. Et une légende dit que dans 500 ans, les morceaux vont se réunir, ça va être le retour de l'Inca roi, et il partirait de Paititi. Donc on est dans ces temps un peu prophétiques dont parlent également les Mayas. Donc vous courez après cette légende, ça coûte de l'argent et vous lancez un appel au Alors je sais pas sponsor, c'est ça? Je sais pas encore des chiffres. Ah oui. Alors parlons chiffres. En gros, la prochaine elle va coûter à peu près $100 000. Ce qui est
Bon, ce qui n'est pas énorme si on prend les transats, etc. Alors, $100 000, c'est pour payer quoi, Thierry Jamin? Parce que si on donne de l'argent, on veut savoir pourquoi on le donne. C'est pour payer les archéologues qui nous suivent et surtout les hélicoptères. Un hélicoptère, ça fait... Alors, on pense avoir localisé le site il y a quelques années, depuis 3-4 ans. On a fait des découvertes exceptionnelles dans le sud de cette zone, des cités complètes qui semblent conduire vers un point précis du nord-ouest de Cusco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, et des natifs de la forêt du sanctuaire national de Megantoni nous parlent de ruines extraordinaire située sur une montagne. Et cette montagne, on l'a localisée. Ça fait 3 ans qu'on essaye de l'atteindre par voie terrestre. On va avoir le temps de raconter les différentes expéditions, pourquoi ça a capoté, etc. Mais je sens votre excitation, là, l'explorateur qui est tout près du but. Et je voudrais savoir, c'est quoi votre vie entre 2 explorations? Qu'est-ce que vous faites? Vous avez une famille, vous avez une femme, des enfants? Non, j'ai des amis, j'ai ma famille de cœur à Cusco, puisque je passe mon temps là-bas. Donc vous vivez quasiment tout le temps là-bas? Oui, depuis 7-8 ans, je vis à Cusco. On a... C'est au Pérou, évidemment. Au Pérou, oui, dans le fin fond de la cordillère des Andes. Je passe mon temps à préparer ces expéditions. Alors, il faut présenter aux autorités péruviennes un projet de recherche qui fait l'objet d'études, d'évaluations, etc. On attend les permis. Alors, c'est des allers-retours entre Cusco et Lima. Et puis, c'est la recherche incessante de financement et de partenariat. Et puis ensuite, faut aller sur le terrain pendant 1 mois. Et finalement, on rend un rapport d'exploration, de prospection archéologique aux autorités péruviennes. D'accord. Voilà. Ça se prépare. Et alors, on va voir qu'ensuite sur le terrain, et puis ça se complique. On va avoir le temps d'en parler dans quelques secondes. Vous inquiétez pas. Bah tiens, Indiana Jones. Est-ce qu'Indiana Jones rend des rapports? Je suis sûr que ça vous a donné envie de faire ce métier aussi. Indiana Jones à la recherche du trésor des Incas. Restez avec nous. Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec. On joue aux explorateurs ce soir avec Thomas Hugues. Enfin, on est avec un vrai explorateur. Donc respect, non, moi, on va prendre des... non, mais c'est pas vous, pour un explorateur. C'est pas vous, Thierry Jamin. Je suis bien. Il n'y a pas de danger. Hein. Vous recherchez depuis 17 ans une cité légendaire, Paititi, l'ancienne capitale des Incas qui se trouverait donc au Pérou. On a envie d'en savoir plus sur la préparation, sur les expéditions et notamment sur le déroulement d'expéditions. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que vous vous êtes déjà blessé? Est-ce qu'il y a des animaux sauvages? Est-ce que vous prenez des risques? Alors par chance, on n'a jamais eu de problèmes vitaux. Mais on a déjà fait des naufrages. En gros, comment ça se passe? On part de Cusco, donc, qui est dans le sud du Pérou, l'ancienne capitale de l'Empire Inca, la capitale historique de l'Amérique du Sud et archéologique. On part en 4x4 on va remonter une piste carrossable, et puis ensuite, alors ça dépend, soit on transvase la logistique sur un péké-péké. C'est quoi un péké-péké? C'est une pirogue à moteur, vous savez, avec le moteur qui fait péké à la fin. Alors, c'est simple pour s'en souvenir, c'est ça? Voilà. Et donc on remonte le cours du Rio jusqu'à ce que les péké ne puissent plus avancer, puis on continue après avec le sac à dos et les porteurs. Et les porteurs, généralement, ce sont des natifs de ces régions, de la forêt. Mais il y a des serpents quand même. Alors ça, c'est la hantise. C'est pas si simple que ça, Thierry Jamin. Non, le serpent, c'est vraiment la hantise d'une expédition, parce qu'on part souvent et généralement donc sans antiophilique, sans sérum. Et s'il y a un problème, on est mal barré. Parce qu'il n'y a aucune solution, c'est ça? Vous vous faites piquer et puis c'est fini. Voilà, alors il y a des techniques un peu empiriques pour éviter les serpents. On se met de l'ail, par exemple. Ah, ça sans d'huile d'ail. Sympa l'ambiance des expéditions. Ou alors on nous conseille de manger beaucoup d'ail. Donc on le fait, ça tombe bien. Moi j'adore l'ail. Alors on le prend avec un peu de miel.
Et après la peau, là, avec la transpiration. Ah, ça sue l'ail. Voilà, Et ça, les serpents n'aiment pas. Ouais, bah, apparemment, ça fonctionne, puisque Ils sont délicats, les serpents, en fait. On éloigne les serpents et mes compagnons de toile de tente qui veulent pas dormir avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, sérieusement, si vous êtes mordu par un serpent, il y a... Le seul moyen, c'est d'appeler avec un téléphone satellite Cusco. Ouais. Et Cusco, c'est en hélicoptère, c'est quand même 50 minutes, 45 minutes. Et vous avez combien de temps devant vous une fois que vous êtes fait piquer par un serpent? 30 minutes à peu près. Ah oui, donc ça sert à rien d'appeler. Ouais, donc il y a une autre solution, je sais pas. Alors on est prudent parce que généralement, non mais les serpents agressifs, ce sont des prédateurs qui généralement se déplacent la nuit. Donc on sait que la journée, on va pas les côtoyer, ou alors quand on voit des zones un peu ombrageuses, un peu ombré, un peu humide, on sait que peuvent se cacher des serpents dans les arbres, donc on fait attention. Lors de ces expéditions, et on fait du bruit. Oui, d'accord. Pour nous annoncer. Même la nuit. Dans la nuit, on dort. Alors comment ça commence une expédition? On va pas toutes pouvoir les raconter. Dans votre livre L'aventurier de la cité perdue, qui est publié aux éditions du Trésor, vous racontez notamment décembre 2008. Vous êtes dans un avion et là il y a une découverte incroyable. En exploration aérienne, c'est ça? Alors qu'est-ce que vous voyez? En fait, quelques mois auparavant, on avait travaillé sur une paroi recouverte de pétroglyphes. Alors les pétroglyphes, ce sont des figures gravées sur la roche. Et depuis plusieurs années, je m'intéresse à ce site. On les appelle les pétroglyphes de Poucharou. Ce sont des figures donc gravées, et on a pu déterminer qu'il s'agissait d'une carte géographique mémoire réalisée par les Incas. C'est génial. Donc ça ressemble à quoi? C'est comme un grand mur, c'est ça? Oui, ça couvre 27 mètres de long sur une dizaine de mètres de haut. Qu'est-ce qu'il y a comme dessin? Vous voyez quoi? Alors il y a des visages. Mais il y a des visages d'animaux, des choses comme ça. Et puis il y a des silhouettes de montagnes. Il y a des silhouettes de fleuves. Et puis il y a des croix. Et vous comprenez tout ça? Alors on a eu beaucoup de chance. La chance, il fait beaucoup. Puisque moi je m'intéresse à ce site depuis 2001. Donc on y est venu à plusieurs reprises et plusieurs semaines. Et on est tombé au bon moment et au bon endroit. Puisque il y a des figures qui apparaissent et qui disparaissent. Un peu comme, je dirais, comme par magie, entre 11h du matin et 1h de l'après-midi. Et alors, c'est des jeux d'ombre et de lumière. Et il y a des données géographiques. Il y a notamment un soleil levant, un soleil au zénith, un soleil couchant. Et les pétroglyphes même ont été indiqués sur la roche, un peu comme une croix rouge dans un plan moderne qui dit vous êtes ici. Donc vous dites c'est une carte, vous l'utilisez comme une carte, on va simplifier. Oui. Et donc vous prenez un avion, pourquoi? Pour survoler une zone que vous avez définie en fonction de cette carte. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on s'est dit Paititi, qui est indiqué sur cette zone, est à quelques kilomètres, mais alors combien de kilomètres au nord-ouest de cette zone. Et on a un peu étudié des cartes, et en 2008, oui, on pensait avoir localisé un site intéressant, compris comme une presqu'île, compris entre deux réservoirs naturels. On a affrété un hélicoptère, on a survolé la zone, on a pris des clichés, et sur ces clichés, on a vu des choses un peu assez incroyables. Et bien justement, ces choses incroyables, vous allez nous les raconter dans un instant. Thierry Jamin, l'exploration continue sur RTL. C'est parti. Paititi, c'est la cité perdue des Incas, forêt amazonienne. Vous voulez y aller? Allez, on va la retrouver avant la fin de l'heure, on va la retrouver, je suis sûre, ensemble. Vous écoutez RTL. RTL, première radio de France. La curiosité est un vilain défaut. Il s'agit d'une vingtaine de pyramides qui sont accolées à une montagne et recouvertes d'une forêt dense. Il est possible qu'elles aient été façonnées par l'homme. Jusqu'à 22h. C'est vers le Paititi qu'on aurait caché une grande partie de l'or des Incas, soustrait à la cupidité des Espagnols. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Avec Thierry Jamin qui prépare sa prochaine expédition au Pérou et qui publie L'aventurier de la cité perdue aux éditions du Trésor. On raconte donc l'histoire de Paititi, la plus grande énigme archéologique d'Amérique du Sud, ville perdue au cœur de la forêt amazonienne et qui pourrait cacher le trésor des Incas. Ça, Thierry Jamin, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure et je vous ai interrompu tout à l'heure parce que on s'apprêtait à rentrer dans un site archéologique que vous aviez découvert grâce à une surveillance aérienne en avion ou en hélicoptère. Qu'est-ce que vous trouvez sur le terrain finalement? C'est quoi? Alors on monte donc une expédition en 2009. Alors, une partie de mon groupe est allée sur le site à pied. Alors sac à dos, les mules, et puis on a terminé à pied. On a été conduit par des Matsigangas. On est d'abord allé étudier Ce sont des habitants de la forêt amazonienne qui vivent comme à l'époque des Incas. Et ils nous ont conduits vers des ruines qui avaient déjà été découvertes en 1979 par un couple franco-péruvien, Nicole et Herbert Cartagena. Jamais étudié de manière scientifique, mais ça a été la première découverte scientifique qui démontrait la présence permanente des Incas en forêt amazonienne et le premier indice de la présence d'un site majeur quelque part en forêt amazonienne. Et donc on a passé 2 semaines à Mameria, puis on s'est dirigé vers cette zone où on pensait avoir localisé des ruines importantes, à 12 km au nord de Mameria, dans un parc qui s'appelle le parc national du Manu, qui est la biosphère la plus importante de la planète. Ça veut dire quoi ça? La biosphère, c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'espèces animales et végétales au kilomètre carré absolument incroyable et qui est sanctuarisé. Donc il faut monter patte blanche et nous on avait dû faire intervenir des hommes politiques en France et au Pérou pour avoir l'autorisation d'aller dans cette zone puisque c'est une zone d'accès restreint. D'accord. Qu'est-ce que vous trouvez dans cette zone finalement? Alors à Mameria on a trouvé des petits établissements Incas qui n'avaient rien à voir avec Paititi, avec la ville qui c'était pas la grande cité. C'était pas la grande cité, mais c'était quand même des paysans quechua de l'époque de l'Empire qui avaient exploité des kilomètres carrés de culture en terrasse. Et figurez-vous que 5 siècles après, on trouve encore sur ces terrasses des plantations de coca. Ouais, mais comment ils vivaient les Incas? Parce que du coup, au fil de vos expéditions, vous avez découvert des nécropoles, des zones agricoles, etc. Oui, mais on avance un peu. On va pas pouvoir raconter toutes les expéditions, Thierry Jamin, même si on a du temps. Comment, du coup, vous connaissez leur mode de vie? C'était quoi? C'était des paysans? Alors, sur Mameria, c'était des paysans. Oui. Et alors, un petit peu plus au nord, la deuxième partie de l'équipe de 2008, j'insiste, est tombée sur des sites entiers. On est tombé sur des citadelles Incas complètes, des petites Pompéi amazoniennes, certaines constituées de 100 ou 150 habitations. J'en ai la chair de poule quand je vous en parle. Elle n'avait jamais été. C'est-à-dire qu'elle était recouverte de lave ou Non, c'est une vision. Mais elles étaient dans quel de lave, de chlorophylle, si vous voulez. La nature. Mais c'était la première fois elle n'avait jamais été vue par l'homme par l'homme blanc, l'homme moderne. Et donc alors c'était une découverte au sens strict. Tout à fait. D'accord. Alors des petites rues, des petites places, des choses absolument magnifiques. On est arrivé dans la première qui s'appelait Yaktapata par les locaux et on s'est trouvé un peu idiot parce que on partait pour rechercher Paititi et en chemin on pensait pas trouver des choses transcendantales. On tombe sur cette cité absolument extraordinaire. On voit des édifices avec des maisons, des murs intacts, des portadas, des fenêtres à double jambage, des choses magnifiques. On marche sur des centaines, des milliers de tessons de poterie qui ont encore de la peinture. Donc une ville très bien conservée, c'est ça? Ouais. Et entre 2008 et 2011, on va en découvrir une trentaine. De sites comme celui-là? De sites comme ça. Et alors, des nécropoles, des forteresses. Qu'est-ce que ça dit parce que ça m'intéresse aussi, ça nous intéresse du mode de vie des Incas. Par exemple, les sacrifices humains. Alors nous, on n'a pas trouvé ça. Nous, on n'a pas trouvé de traces de sacrifices humains, mais on a trouvé des nécropoles, donc avec des dizaines, peut-être des centaines de momies.
Alors, on ne sait pas s'il y a des momies, à vrai dire, mais on a trouvé certaines tombes ouvertes avec de la maçonnerie qui avait la forme des fardeaux, c'est-à-dire ces momies qui sont ces sarcophages un peu en forme de fœtus. Et on a trouvé comme ça des centaines de tombes, et certaines, on peut parier qu'il y a des personnages importants. La question à $1 million, c'est qui a été enterré dans ces nécropoles. Sûrement pas les Incas de Cusco, puisqu'on est à 150-200 km au nord de Cusco, et sûrement pas des paysans. Mais donc qui vivait? C'était quoi? Alors on s'est dit que des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vivaient là? Oui. Ouais. Aujourd'hui, il y a quelques dizaines de familles qui vivent à Laco Yavero, cette vallée située à 200 km au nord de Cusco. Et à l'époque, c'était un immense grenier, un immense jardin, sûrement sur le chemin de Paititi. Et on pense que dans cette nécropole, c'était peut-être les princes de Paititi qui étaient enterrés. Pour trouver la cité perdue des Incas, Thierry Jamin peut aussi compter sur la technologie. Dans un instant sur RTL, on vous raconte comment une société toulousaine a peut-être aidé à trouver la piste du trésor. Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues. Et ce soir dans la curiosité, on explore la forêt amazonienne avec Thierry Jamin qui doit repartir au Pérou dans quelques mois pour trouver on l'espère, Paititi, cette cité Inca qu'il cherche depuis 17 ans, quelques jours, mais vous n'avez pas encore les sous pour repartir non, c'est vrai, expédition. Je repars au Pérou dans quelques jours. D'accord. Il a fait nos poches. Oui, ça va pas suffire. La campagne Incari 2015 donc est prévue pour juillet-août. Pendant la saison sèche. D'accord. Si, évidemment, on a les financements. Qu'est-ce qui vous fait croire, là, que vous avez trouvé le site ? Ce qui me donne la conviction qu'on l'a trouvé, c'est d'abord les magnifiques mises au jour archéologiques qu'on a pu réaliser ces dernières années, une trentaine, peut-être 40, des sites complets qui vont dans cette direction. En fait, il y a un site chaque kilomètre, et ils étaient tous en connexion les uns par rapport aux autres sur des crêtes. Et on pense qu'il y en a bien sûr d'autres. Et ils ont été construits sur d'anciens chemins Incas de pierre qui sont toujours bien visibles, bordés parfois de petits canaux irrigués pour l'agriculture de l'époque, et qui donc semblent conduire inexorablement vers une zone du nord du département de Cusco. Comme un Graal, c'est-à-dire... Disons, ce sont des petits villages qui mènent à une cité incroyable. Comme si c'était un jeu de piste. Voilà, non, mais ça ressemble un peu au patron urbain de l'époque Inca. Et plusieurs habitants de cette région nous ont parlé de l'exode des Incas qui seraient passés par là, après l'arrivée de Pizarro, pour aller se réfugier plus loin vers la forêt. Il faut se dire, on n'est pas très loin de Machu Picchu non plus. Pizarro, on rappelle, c'est 1532, le conquistador qui a mis à genoux l'Empire Inca. Bon, donc ça c'est le résultat de vos expéditions précédentes. Et puis, il y a des images satellites, c'est ça? Il y a une société toulousaine qui vous a aidé? Parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, donc il faut nous en parler, Thierry Jamin. Oui, mais c'est aussi des témoignages depuis 2010 de Matsigangas, des habitants de la forêt, qui nous parlent régulièrement d'une montagne. Donc nous on se dit depuis 2010 la montagne en question devait être à 30 km à peu près au nord-ouest de la zone où on a trouvé tous ces sites. D'accord. Et c'est à ce moment que je recontacte des amis d'Airbus Défense, qui est ex-Spot Image, ex-Astrium, qui m'accompagnent depuis 98 et qui nous ont réalisé des clichés satellites de cette zone. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, au début, c'était une zone un peu grande comme un département. Et puis, d'année en année, on a restreint un peu le périmètre. Et sur l'une des dernières images que nous a réalisées on l'a sous les yeux, là, d'ailleurs. Ouais, on est tombé sur une montagne assez curieuse, de forme carrée, orientée nord-sud, 800 mètres de côté. Et
les chemins de l'Acoyavero, les fameux sites que l'on a pu mettre au jour, conduisent justement dans cette zone. Chose assez curieuse, c'est qu'à 600 mètres de cette montagne, il y a des lacs jumeaux, et toutes les légendes de Paititi nous disent que il y avait de telles étendues d'eau près de la cité perdue. C'est quoi des lacs jumeaux, Thierry Jamin? Eh ben, ce sont des lacs qui n'ont pas l'air naturel, et il y a en fait 4 lacs qui ont un peu la forme de lunettes de soleil, si vous voulez, et qui sont très symétriques et qui se trouvent donc à proximité du site. Ils auraient été construits pourquoi ces lacs alors? Alors il y a plusieurs hypothèses. Alors il y a aussi un lac carré de 80 mètres de côté, à 600 mètres, qui ne paraît pas naturel et qui est aussi très lié à la présence de Paititi. Et l'une des hypothèses que l'on manipule, c'est que Paititi aurait été aussi un centre d'exploitation de mines d'or à l'époque des Incas. Et les Incas auraient trouvé à un moment donné des mines fabuleuses, et ça aurait été la source un peu de leur richesse. Et c'est vers ces mines, vers ce Paititi bien mystérieux que se seraient dirigés les 20 000 lamas de la fameuse rançon. Alors voilà, parce que vous disiez tout à l'heure, pour ceux qui nous rejoignent, que il y a une rançon qui doit être versée à Pizarro, ce conquistador espagnol, et puis elle n'est pas versée. Une deuxième rançon qui n'est pas versée, elle pourrait être quoi, dans l'un de ces lacs? C'est ça? Voilà, on dit ce que vous imaginez. Alors il y a oui, enfin nous on recherche pas l'or, mais c'est vrai que le côté historique, quand même. Non, pas du tout, vraiment pas du tout. Moi, alors on a eu beaucoup de problèmes parce qu'il y en a qui recherchent l'or justement de Paititi. C'est d'ailleurs tout le drame de cette cité perdue, puisque la plupart des explorateurs qui depuis 1534 recherchent Paititi ne sont généralement animés que pour cette légende d'or, cet or maudit, quoi, pour lequel sont morts des milliers de personnes. Vous cherchez quoi alors, Thierry Jamin? Moi, je recherche la relique archéologique que constitue Paititi, les traces du passé, et peut-être des traces d'écriture qui auraient pu être cachées quelque part à Paititi. Paititi qui aurait pu être la ville de la connaissance, la ville du savoir à l'époque inca. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? On sent que à l'époque inca, Paititi avait un côté mystérieux. Au XVe siècle, à l'époque de Pachacutec, le grand empereur, on parlait de Paititi, mais d'une manière un peu nébuleuse. Et on a des traditions, des récits de chroniques qui nous disent que c'est peut-être là que les Incas auraient appris le maniement de l'astronomie, des mathématiques et de la quelca, l'écriture, une écriture perdue qu'on n'a toujours pas retrouvée après 5 siècles. Et dont vous avez trouvé aucune trace dans les autres sites que vous avez découverts. Alors peut-être sur le site des fameux pétroglyphes de Pucharo. C'est peut-être une relique de cette quelca, de cette écriture perdue. Et pour moi, c'est vraiment le trésor le plus important qu'on pourrait retrouver peut-être à Paititi. Mais quand même, juste pour comprendre, parce que vous dites que d'autres explorateurs cherchent l'or, qu'est-ce qui se passe si on trouve de l'or? Qui en est propriétaire? C'est l'explorateur ou c'est l'État péruvien? Ah bah ça appartient au patrimoine péruvien, et donc nous toutes les objets que l'on a retrouvé au cours de ces expéditions, des céramiques entières, etc. On a toujours tout remis aux autorités péruviennes. Et il n'y a pas un petit remerciement si vous découvrez non, même pas. Un peu de non mais enfin je sais pas, mais j'imagine que c'est ce qui aussi excite certains explorateurs, certains de vos concurrents. C'est-à-dire on rend la majorité de l'or et puis on nous en redonne un petit peu pour service rendu. Moi c'est un peu la crainte que j'ai, non pas par rapport à mon groupe, parce que nous je pense qu'on a une démarche saine. Mais il y a d'autres groupes que je n'aimerais pas, mais qui ont une démarche un peu plus problématique. Est-ce qu'il y a des légendes, Thierry Jamin, qui courent autour de ce lieu, des malédictions, des gens localement qui vous disent n'y allez pas, c'est dangereux, le mauvais œil sera sur vous? Alors, vous voyez, l'année dernière, on a organisé une expédition avec une communauté native, Matsigangas, de la communauté de Timpia, et on était accompagné par des Achaninka, des Kukapakuris. Vous parlez dans quelle langue avec eux d'ailleurs? En Matiganga, enfin, on a des guides qui vivent sur des pueblos Matiganga qui sont en contact. Ouais. Et vous parlez un peu Matiganga? Non, mais espagnol. Ah bon. Donc sinon, on arrive. Bonjour, comment allez-vous en Matiganga? Non, et donc ils nous ont accompagnés. Il y avait une dizaine de natifs, c'était en octobre et au mois de novembre. Ils n'étaient jamais allés aussi loin
Hein, la zone est à 80 km qu'on a dû remonter à pied. Et ils nous parlaient d'une montagne, d'une zone qui leur faisait peur. Une montagne où il y avait des phénomènes électriques, nous disait-il, etc. Et ces fameuses lagunes, ils appellent la zone Incarei, justement. Et pour eux, le site est là. Mais ils avaient peur de s'en approcher. Et un jour, alors vous me croyez ou pas, hein, on s'approche d'une montagne où il disait la montagne aux éclairs, etc. Eh bien, la nature nous a fait une vie impossible pendant toute une nuit. On a eu des phénomènes électriques. Alors c'est assez curieux parce qu'on sent des grondements, même en pleine journée, qui sentent sortir des entrailles de la terre, un peu comme des grondements d'un volcan, mais c'est pas une terre volcanique. Ça devient surnaturel. Est-ce que vous mâchez la coca quand vous allez là-bas? Oui, on en prend, mais bon, pour nous faire marcher. D'accord. Hein, mais donc, alors on s'est dit que c'était une blague. Mais est-ce que, est-ce que vous vous préparez physiquement à la prochaine expédition? Parce que c'est quelque chose. C'est quoi? C'est à quelle altitude tout ça? C'est vous ne m'avez pas laissé terminer. Oui, c'est comme ça, moi. Simplement pour dire que vous savez, les grondements, c'est peut-être une proportion de métal qu'il y a dans le sous-sol et qui attire peut-être la foudre, etc. Bon, donc on a une explication. Ou un gardien. On a une explication rationnelle. Une zone assez curieuse quand même. Et donc on se prépare. Les porteurs, ils vivent dans leur communauté toute l'année, donc ils ont l'habitude. Ils sont assez habitués à une vie un peu rustre et difficile. Et puis nous, on essaie de se maintenir et on est toujours sur le terrain. De toute façon, toute l'année, on a dans différents projets de recherche. Merci beaucoup. Voilà. C'était passionnant, Thierry Jamin, pour découvrir toute votre histoire, parce qu'il y a plein d'expéditions, plein d'aventures. Moi, je vous quitte, Thomas, je pars avec Thierry. D'accord, ok, c'est dommage, on avait encore plein de bons thèmes dans cette émission. Donc je conseille la lecture de L'Aventurier de la Cité perdue, c'est publié aux éditions du Trésor. Il y a un site internet pour suivre tout ça aussi. Oui, Grand Paititi. Je voudrais simplement dire qu'on n'a jamais été aussi proche de découvrir Paititi. Vous reviendrez nous en parler? Avec plaisir. Et j'invite tous ceux qui peuvent nous filer un coup de main à le faire. Tiens, il y a quelqu'un qui depuis Facebook, Nico, nous dit très joli récit d'Amérique du Sud. Je rêverais de participer à de telles recherches. Il va chercher votre site internet pour voir s'il peut vous aider. On le trouve assez facilement. Allez. Et puis je signale aussi que l'exposition sur les Mayas, autres civilisations fascinantes d'Amérique du Sud, se tient jusqu'au 8 février, musée du Quai Branly à Paris. Vous écoutez RTL.